Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 25 février. À la une de l'actualité, le président de la République procède à l'inauguration officielle du Jama al-Jazair et visite toutes les installations de cet édifice religieux et repère culturel. Jama al-Jazair aspire à être un haut lieu de savoir, consacrant le rôle de référent religieux national et une source de rayonnement pour la nation musulmane. Nous écouterons des imams et érudits invités à la cérémonie. Le président de la République félicite la gymnaste Kaylia Nemour suite à son exploit en Coupe du Monde, une médaille d'or obtenue en Allemagne. Deuxième rentrée de la formation professionnelle sous le signe des défis économiques, 300 000 nouveaux places pédagogiques ouvertes et des filières pour répondre aux besoins du marché national. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vais disais un titre. Le président de la République, Majid Tebboune, a présidé ce dimanche à Alger l'inauguration officielle du Jama al-Jazair, classée plus grande mosquée en Afrique et troisième plus grande au monde, derrière Masjid al-Haram à la Mecque et Masjid al-Nabawi, mosquée du prophète à Médine, un joyau de l'architecture islamique, un édifice religieux, civilisationnel et scientifique qui œuvrera à préserver le référent religieux national et les éléments constitutif de la nation algérienne. Et le cortège présidentiel s'est rendu ce matin à Jama al-Jazair, où le président de la République a présidé la cérémonie d'inauguration de cet édifice religieux et repère culturel. Le président de la République a été accueilli à l'entrée de l'édifice par Cheikh Mohamed Mamoun al-Qassimi al-Husseini, le recteur de la mosquée, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tariq Belalibi. Le président de la République a ensuite suivi au Salon d'honneur de Jama al-Jazair un documentaire sur les différentes installations et structures de cet édifice civilisationnel et religieux. La projection du film documentaire au Salon d'honneur s'est faite également en présence de hauts responsables de l'État. À leur tête, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le Premier ministre Nadel Arbaoui, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, les conseillers du président de la République, en plus d'une pléiade d'érudits et de savants algériens de différentes instances islamiques dans le monde également. Et le président de la République, en compagnie du cheikh Mohamed Mamoun al-Qassimi al-Husseini, a procédé à l'inauguration officielle du Jama al-Jazair et toutes ses structures. Cet ensemble architectural se veut un lieu de culte, mais aussi de rayonnement culturel et scientifique. Il aura pour mission la préservation du référent religieux de l'Algérie basé sur la modération. Et à cette occasion, le président de la République a posé pour une photo souvenir avec de ulama, des imams, des chouyours et des responsables de différentes instances de fatwa des 4 coins du monde qui ont assisté à cet événement important. Le président de la République a visité le musée de la civilisation islamique, abrite le 23e étage du minaret du Jama al-Jazair.
Le président, accompagné du chef d'état-major de l'armée nationale populaire et du recteur de Jama al-Jazair, ainsi que des deux ministres des Affaires religieuses et de l'Habitat, a visité les différentes galeries de ce musée qui retracent les étapes phares de l'histoire islamique de l'Algérie et renferment des ouvrages, des correspondances et des effets personnels de ulama et d'illustres personnalités de l'Algérie représentant différentes époques historiques. Le musée dispose aussi d'exemplaires du Saint-Coran transcrits par des ulama algériens ainsi que des manuscrits se rapportant aux sciences islamiques. Le président de la République a visité le centre culturel qui est l'une des plus importantes infrastructures de Jama al-Jazair et a suivi des explications sur ces différentes structures, notamment les salles de réunion polyvalentes, la salle de conférence pouvant accueillir près de 1500 personnes, ainsi que la salle d'exposition, les studios et les régies et autres salles de contrôle. Le président de la République, accompagné du chef d'état-major de l'ANP, du recteur de Jama al-Jazair et des ministres des Affaires religieuses et de l'Habitat, s'est rendu à la bibliothèque de Jama al-Jazair, qui est une bibliothèque de recherche et un chef-d'œuvre architectural pouvant accueillir 1800 lecteurs et 1 million d'ouvrages. Le président Ahmed Tebboune a écouté des explications et un exposé sur les capacités de cette bibliothèque, les services proposés aux étudiants-chercheurs, notamment ceux de l'École supérieure des sciences islamiques Dar al-Qur'an. Puis le président de la République a mis en avant le rôle de Jama al-Jazair dans la consolidation des valeurs de modération, le bannissement de l'extrémisme, du fanatisme. Il a instruit les responsables de la bibliothèque à l'effet d'adopter des règles claires dans la validation des ouvrages à exposer. Le président de la République a par la suite inspecté Dar al-Qur'an, qui est l'école nationale supérieure des sciences islamiques, qui accueille 300 étudiants en doctorat et en post-graduation algériens et étrangers. Ils étudient en régime interne. Le chef de l'État a suivi un exposé détaillé sur Dar al-Qur'an, ses structures et ses différents services englobant des salles de cours, des laboratoires de langue, un amphithéâtre de plus de 300 places, un restaurant et un club étudiant. Le président a rencontré un groupe d'étudiants de Dar al-Qur'an et visité la cité dédiée à l'hébergement des étudiants et des professeurs. Le président de la République a quitté la grande mosquée d'Alger, Jama al-Jazair, à la fin de la cérémonie d'inauguration officielle. Il a été salué à son départ par le recteur de Jama al-Jazair, Cheikh Mohamed Mamoun al-Qassimi al-Husseini, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengariha, ainsi que le ministre des Affaires religieuses et des Waqf et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Lors de son mot à l'accueil du président de la République, le recteur du Jama al-Jazair, Cheikh Mohamed Mamoun al-Qassimi al-Husseini, a mis en avant l'importance du 15e jour du mois de Sha'ban, durant lequel a été inaugurée la mosquée, saluant l'intérêt particulier accordé par le président de la République à l'inauguration officielle de cet édifice après l'achèvement de tous les travaux de réalisation et l'équipement de toutes ces structures et installations. Je vous invite à l'écouter. Monsieur le Président, grâce à Dieu, vous voilà aujourd'hui présider l'inauguration de cet édifice religieux et haut lieu de civilisation. Ce projet, vous l'avez suivi dès le début. Vous avez été chargé des travaux de sa réalisation et de construction. Un projet auquel vous avez accordé beaucoup d'attention et d'intérêt depuis une dizaine d'années alors que vous étiez ministre de l'Habitat. Par la grâce de Dieu, ce projet est aujourd'hui parachevé et vous avez tenu à ce que la réalisation de toutes les structures soit accomplie avant l'inauguration officielle de la mosquée et que son ouverture officielle coïncide avec ce jour béni du mois de Sha'ban.
De leur côté, les ulama, imams et responsables d'organisations musulmanes internationales présents à cette cérémonie ont affirmé que Jamaa al-Jazair constituait un haut lieu du savoir et de rayonnement religieux et consacrait le rôle civilisationnel de premier plan de l'Algérie dans le monde musulman. On écoute. Nous remercions Dieu d'avoir pu assister aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration de Jamaa al-Jazair, la plus grande mosquée d'Afrique et qui demeure une fierté pour tout le continent, notamment pour le Grand Maghreb. Cet édifice redonne à l'Algérie sa place de leader dans la diffusion du message de Dieu à travers tout le monde. Cet édifice est un phare qui éclairera les quatre coins du monde. Sa plus grande fierté est qu'il abrite la maison du Saint-Coran, dédiée aux étudiants de postgradués algériens et étrangers en sciences islamiques et sciences humaines. L'influence de Jamaa al-Jazair aura certainement une dimension internationale, car il ne s'agit pas uniquement d'un édifice religieux, mais il représente également les positions de l'Algérie sur les plans politiques, économiques et autres. Je cite notamment la position honorable de l'Algérie aux Nations Unies à l'égard de la cause palestinienne, au moment où beaucoup de pays arabes ont trahi leurs frères palestiniens et la mosquée Al-Aqsa. Les Algériens ne baisseront pas les bras comme ils ont poursuivi le combat pour leur pays. En tant que président de l'Union internationale des oulémas musulmans, je dis que cette mosquée sera certainement l'opposé de ce qu'a voulu le fondateur de l'Église, qui a été fondé sur ce lieu même et qui avait pour vocation l'expansion du christianisme dans tout le continent africain. Aujourd'hui, les valeurs de l'islam reprennent le dessus sur la culture occidentale qui tente à disparaître, vu tout ce qui se passe à Gaza et les crimes commis avec le soutien des pays occidentaux. Cette mosquée devra justement propager les valeurs de la paix pour tous. Cette mosquée est une source d'inspiration pour les peuples épris de paix et de liberté, notamment en cette conjoncture difficile que traverse la Palestine et les tentatives d'anéantir le peuple palestinien, exactement comme l'a fait la France coloniale, qui a tenté par tous les moyens d'effacer la culture musulmane et l'identité algérienne, mais cela n'a pas été possible face à la détermination du peuple algérien. Le choix du site de Jamaa al-Jazair est très pertinent car pendant la période coloniale, précisément entre 1866 et 1920, cette commune abritait la communauté des Pères Blancs. Après l'indépendance, elle a été rebaptisée pour porter le nom de Mohammedia en référence au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Nous espérons que ce haut lieu de culte soit un centre de rayonnement religieux et culturel, comme l'a été Cordoue en Espagne ou la mosquée Al-Azhar en Égypte ou encore Jamaa al-Zaytouna en Tunisie. Jamaa al-Jazair traduit les valeurs authentiques auxquelles se réfère la société algérienne noble, celle de la paix, de l'islam modéré et de la civilisation qui ont marqué la société algérienne, et ce malgré toutes les difficultés et les défis qu'elle a connus à travers son histoire. Nous remercions Dieu pour cet acquis immense et nous sommes honorés d'assister à cette journée d'ouverture de la grande mosquée d'Alger qui a un rôle prépondérant dans la diffusion de la science et de l'islam modéré. Au-delà donc d'un lieu de culte, Jamaa al-Jazair aspire à être un lieu de rayonnement culturel national et international grâce entre autres à ses nombreuses installations et départements. Il comporte notamment l'école supérieure nationale des sciences islamiques, Dar al-Qur'an, une bibliothèque, un musée de la civilisation islamique, un centre culturel ou encore une salle de conférence. Les détails par Nakhla Al-Arbi. Hormis sa vocation d'unifier les rangs de la nation musulmane, le but de l'édification de cet édifice est aussi de raconter, à travers les méandres de ses multiples sous-espaces, l'histoire d'un pays-continent dans toute sa diversité culturelle et civilisationnelle.
Jamaa Al-Jazair s'avère être un véritable chef-d'œuvre architectural avec une conception qui lui a valu un monumental équipement cultuel d'une superficie avoisinant les 28 hectares qui est en passe de devenir un haut lieu du savoir et de rayonnement religieux consacrant le rôle civilisationnel de premier plan de l'Algérie dans le monde musulman. Avec ses 12 bâtiments abritant entre autres un centre culturel de 8000 mètres carrés, Dar al-Qur'an, une médiathèque, une bibliothèque numérique riche d'un fonds bibliothécaire d'1 million de livres pouvant accueillir jusqu'à 1800 chercheurs, un amphithéâtre de 500 places et une salle de conférence de pas moins de 1000 sièges, sans compter un atelier d'art. Pour ne citer que ces structures, Jamaa Al-Jazair sera de facto un véritable pôle attractif. La mosquée abrite d'autre part d'immenses jardins et autres cours et lieux de recueillement à l'image des centres cultuels musulmans à travers l'histoire. La troisième plus grande mosquée au monde est également dotée du plus haut minaret au monde qui culmine à 265 mètres, perceptible des 4 points cardinaux de la ville basse. Il compte 43 étages desservis par des ascenseurs panoramiques offrant une vue imprenable sur la baie d'Alger et ses environs. Il abrite également un musée dédié à la civilisation islamique et un centre de recherche pour l'art et l'histoire islamique. Inaugurée en 2020 d'une superficie de 20 000 mètres carrés, la salle de prière de Jamaa Al-Jazair est surplombée d'une coupole qui culmine à une hauteur de 70 mètres. Elle peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles. La nef centrale est entourée de majestueuses colonnades. La salle de prière est entièrement réalisée en marbre blanc. Voilà pour l'inauguration officielle de Jamaa Al-Jazair. Dans l'actualité également, cet exploit de l'Algérienne Kaylian Moore en Coupe du monde de gymnastique. Le président de la République a félicité la championne pour la médaille d'or remportée en Allemagne. Nous continuerons à vous soutenir et à vous assister dans votre brillante carrière, a écrit le président sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Kaylian Moore a remporté la médaille d'or au concours des barres asymétriques de l'étape allemande de la Coupe du Monde. La gymnaste de 17 ans a dominé le concours avec un total de 15 433 points et s'est qualifiée pour 2 autres finales. Moore prépare également les prochains championnats d'Afrique prévus du 30 avril au 7 mai. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Arqab, a été reçu ce dimanche à Bagdad par le président irakien Abdelatif Jamel Rachid, à qui il a remis une lettre du président de la République, Majid Tebboune. Al-Arqab a transmis les salutations fraternelles du président de la République à son frère, le président irakien, qui à son tour a chargé le ministre de l'Énergie de transmettre ces salutations fraternelles au chef de l'État, affirmant la participation et la contribution de l'Irak dans le succès du sommet des pays exportateurs de gaz et la concrétisation du principe de coordination entre les pays membres et les pays consommateurs. La rencontre a permis de réaffirmer l'importance qu'attachent les deux parties au renforcement des relations fraternelles, unissant les deux pays à l'élargissement de leur coopération bilatérale pour englober tous les domaines d'intérêt commun en adéquation avec les potentialités considérables dont disposent les deux pays frères. Et ce sommet du gaz prévu à Alger est crucial puisqu'il sera question de renforcer le rôle du gaz naturel dans la sécurité énergétique. À Moscou, les experts y trouvent une occasion pour également renforcer la coopération entre les pays membres. L'échange d'expertise dans l'industrie gazière sera au menu de cette 7e édition. Reportage de notre envoyé spécial à Moscou, Saïd Amayev. Au siège du Centre des affaires à Moscou, nous avons rencontré l'expert russe en énergie Vladimir Demidov. De prime abord, l'ingénieur dans le domaine oil and gas nous livre des souvenirs intenses qu'il garde de l'Algérie lors de sa collaboration avec une équipe de travail russe dans la réalisation du gazoduc reliant Sugur à Hadjat al-Nos entre 2005 et 2007. J'ai eu l'occasion de faire partie du groupe de travail russe en charge à l'époque de la réalisation du gazoduc Sugur-Hadjat al-Nos destiné à alimenter en gaz naturel la centrale électrique de Tipaza. Sincèrement, je suis tombé sous le charme de ce pays. Culture, climat et population,
tout était merveilleux. Aussi, l'échange d'expertise en matière d'hydrocarbures entre Russes et Algériens m'a été plus que bénéfique, alors que j'étais fraîchement diplômée de l'Université de l'industrie pétrolière et gazière russe. That was one of the reasons why all my next projects I spent in Arabic countries. S'agissant du GECF, Gas Exporting Countries Forum, l'ingénieur en hydrocarbures affirme que le 7e sommet devant être abrité par Alger constituera une occasion idoine pour les pays membres afin de défendre leurs intérêts dans la préservation du gaz naturel et d'échanger leurs expertises et savoir-faire en matière d'industrie gazière, d'autant que l'Algérie inaugurera lors du sommet l'Institut de recherche sur le gaz, le GRI du Forum. Le 7e sommet d'Alger du GECF constituera sans nul doute un tournant pour le gaz naturel dans le monde, d'autant que la conjoncture est caractérisée par les enjeux géopolitiques impactant les approvisionnements en gaz naturel de par le monde, d'où la nécessité de consolider le rôle du Forum. Je suis très confiant quant à son succès, surtout avec l'inauguration du centre de recherche en gaz du Forum, permettant l'échange d'expertise et de technologies de pointe en industrie gazière entre les pays membres, surtout entre deux géants gaziers, la Russie et l'Algérie, d'autant que la transition énergétique demeure un défi de taille à relever. Nombreux sont les experts russes qui croient dur comme fer à l'édition d'Alger du GECF, une manière de faire valoir le gaz naturel, carburant peu polluant, afin de se projeter dans le développement durable, futur vert oblige. La Russie, membre du Forum des pays exportateurs de gaz, le GECF, dont le 7e sommet sera abrité par l'Algérie, et ce dans une conjoncture très particulière, marquée par l'importance cruciale de cette ressource énergétique propre dans la sécurité énergétique, mais également dans la transition énergétique. Autre pays membre du Forum, le Qatar, 5e producteur de gaz au monde. Il s'agit d'un acteur important dans cette industrie, ainsi que les productions pétrolières. Et c'est le polymère qui intéresse l'Algérie. Cette matière fait partie des échanges entre les deux pays partenaires. Nous dit Wassila Bouchareb à Melbourne. Il est l'un des plus gros investisseurs qataris dans le domaine énergétique. Abdallah Mbarak Dlimi est à la tête de Qatar Polymère, une usine qui produit du polymère issu de la pétrochimie. Il s'agit de la plus grande usine du genre dans le Moyen-Orient. Elle exporte vers 27 pays, dont l'Algérie. Nous avons un partenariat solide avec l'Algérie et nous avons des partenaires notamment à Oran et à Alger. L'Algérie est l'un des plus importants marchés de l'Afrique du Nord. Ce complexe industriel dispose d'une capacité de production de 1500 tonnes par mois de polymères et autres dérivés de pétrochimie. Nous fabriquons des sacs, des bobines de fil et des lignes de pêche, ainsi que d'autres articles. Nous envisageons de construire une usine de ce genre en Algérie avec nos frères algériens. Le partenariat entre l'Algérie et le Qatar offre des perspectives prometteuses grâce notamment aux facilitations accordées par le gouvernement algérien aux investisseurs. Des projets concrétisés alors que d'autres sont en voie de l'être, de quoi renforcer les relations économiques bilatérales. Le Qatar est le premier investisseur arabe en Algérie. Ce pays frère a investi dans différents projets comme le complexe sidérurgique de Blara, le projet de l'hôpital algéro-qatari allemand dont les travaux seront lancés dans les mois prochains, en plus du projet de l'entreprise Bledna pour la production de lait et l'élevage bovin qui est en phase d'études avancées. Actuellement, le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Qatar dépasse les 36 millions de dollars. Mais les deux pays aspirent à renforcer davantage le partenariat bilatéral pour être à la hauteur des potentialités énormes que recèlent les deux pays.
Économie toujours et les opérateurs économiques invités à s'inscrire dans le nouveau système informatique des douanes algériennes. Le but, faciliter les exportations hors hydrocarbures. Des exportateurs ont d'ailleurs pu exposer leurs préoccupations à l'occasion de cette journée d'information organisée par la Direction générale des douanes. Compte rendu de Walid Yousfi. Accompagner et inciter les producteurs d'appareils électroniques et électroménagers à aller davantage vers l'export était au cœur d'une journée d'information organisée par la Direction générale des douanes. L'objectif est de mettre en avant les mesures incitatives pour faciliter les opérations d'exportation et promouvoir les produits nationaux sur les marchés étrangers. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la série de journées d'information organisée par la Direction générale des douanes au profit des investisseurs et opérateurs économiques activant dans l'industrie de l'électroménager et de l'électronique pour expliquer toutes les facilitations douanières qui sont à même d'encourager l'amélioration de la compétitivité des investisseurs et de faciliter les opérations d'exportation hors hydrocarbures. On est sorti avec certaines propositions, recommandations qui vont aussi faciliter les choses. Mais deuxièmement aussi, de part et d'autre, c'est que les opérateurs économiques qui avaient aussi des opérations qui déjà faites sur le terrain, ils n'étaient pas au courant. Et ça a permis, à travers ce genre de rencontres, de clarifier, de connaître des nouvelles procédures qui permet aussi de faciliter la vie à l'opérateur économique. L'occasion aussi pour les opérateurs économiques du segment industrie électronique et de l'électroménager d'exposer les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain et d'appeler à trouver des solutions qui sont à même de faciliter les opérations d'exportation. C'est une journée qui va permettre de rapprocher un petit peu les berges, rapprocher les différents points de vue, que ce soit du côté opérateur ou bien du côté administration économique, non seulement l'administration de douane, mais l'administration économique en général. C'est une initiative qu'on doit saluer, qui va permettre d'exposer un petit peu les aléas et les contraintes qui concernent l'acte de l'export, qui reste un acte tout à fait commercial et non pas un acte administratif, et que l'administration économique et l'administration de douane jouent un rôle très très important. La relation est une relation très fluide, étroite effectivement, et nous rencontrons toutes les facilitations possibles afin que nous puissions être dans les temps d'abord, respecter nos deadlines par rapport à nos partenaires étrangers et être vraiment présents sur les marchés internationaux. Au cours de ces dernières années, l'industrie algérienne de l'électroménager et de l'électronique a atteint des succès importants grâce à la création d'une base industrielle solide avec des taux d'intégration variant entre 45 et 85%. Une importante production nationale qui dénote d'une capacité d'exportation vers diverses régions, notamment l'Europe, les pays arabes et l'Afrique, vers qui l'exportation se trouve boostée avec l'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange africaine. Ouverture ce dimanche de la deuxième session pour la formation et l'enseignement professionnel, une rentrée sous le signe des défis économiques avec l'ouverture également de 300 000 nouveaux sièges pédagogiques dans les différents instituts, les segments et niveaux de l'enseignement. De nouvelles spécialités ont vu le jour cette session en réponse aux besoins du marché du travail. Le coup d'envoi de cette session a eu lieu depuis l'Institut national spécialisé de Bodj El Bahri à Alger. Le ministre du secteur, Yassine Merabi, a affirmé à l'occasion que le secteur s'engageait à accompagner les efforts de l'État pour une transition numérique et la généralisation des technologies de l'information. En plus des filières dans le domaine du numérique et la numérisation des instituts eux-mêmes, les instituts de formation et établissements est un impératif. Des plateformes pour les stagiaires et apprentis pour leur faciliter l'accès à la formation et les familiariser à l'outil informatique ont vu le jour. Exemple à Schleuf avec Kalima Lachmod, commentaire de Amal Esseletej. La numérisation, un des axes importants de la modernisation des mécanismes de gestion technique et pédagogique du secteur de la formation professionnelle, permettant un gain de temps considérable pour les stagiaires, l'encadrement et le staff administratif, et une amélioration notable de la qualité des programmes et des activités. Cela nous a facilité les démarches. Nous n'avons pratiquement plus besoin de support papier. Avec l'introduction de la numérisation, nous n'avons plus besoin de nous déplacer.
Les plateformes Mihnati, Massar Mihnati ou encore la plateforme dédiée à la gestion des établissements de formation professionnelle lancée incessamment constituent un trait d'union entre tous les acteurs du secteur. Une plateforme de gestion intégrant tous les aspects pédagogiques, administratifs et financiers est en cours de développement. De plus, une application mobile Mihnati sera lancée permettant aux candidats de s'inscrire directement via leur téléphone portable. Il y aura des applications dédiées aux acteurs du secteur qui leur donnent la possibilité d'accéder à tous les documents administratifs, d'effectuer des inscriptions et de suivre les parcours de formation des stagiaires. Le secteur de la formation professionnelle s'engage dans une démarche stratégique et nécessaire. Objectif, moderniser ses institutions et unifier le travail administratif et pédagogique pour une meilleure adaptation à l'évolution du marché du travail et du secteur économique. Et la formation professionnelle en Algérie intéresse beaucoup d'étudiants étrangers grâce notamment aux nombreuses spécialités à l'ère du temps et en adéquation aux besoins du marché du travail. Plusieurs partenariats dans ce sens ont été signés avec des pays voisins. Ceci peut faire de cette formation un levier pour le développement régional. Mohamed Ayashi, Majed Ahmoud. Brahim est un jeune étudiant malien. Il s'est inscrit dans un centre de formation à Alger pour bénéficier d'une formation dans le domaine du recyclage des déchets. Une formation qui lui permettra de contribuer au développement de son pays. Brahim n'est pas le seul étudiant étranger à choisir l'Algérie comme terre d'apprentissage. Je suis venu en Algérie pour les études. C'est un beau pays, l'Algérie. En plus, il y a plus de pratique que de théorie. C'est pour cela que j'ai choisi ce pays-là. Ma spécialité de formation, c'est la gestion et recyclage des déchets. Nous avons très bien été accueillis depuis l'aéroport jusqu'à notre destination finale. Je suis venu en Algérie pour mieux apprendre, pour faire mes études. Je fais la finance comptabilité et je dois aller aider mon pays. Donc c'est pour cela que je suis venu faire, pour mieux comprendre et pour mieux connaître les choses, pour aller aider mon pays. Bon, je suis venu faire informatique, option administration et sécurité des réseaux informatiques. Bon, parce qu'ici il y a plus de théorie que de pratique. Bon, je suis venu pour avoir plus d'expérience dans ces domaines, devenir même un expert en sécurité des réseaux informatiques. Ma spécialité, c'est option installation et maintenance de froid et climatisation. C'est un pays voisin, parce qu'on a la bonne formation ici en Algérie. Voilà, c'est pour cela que j'ai choisi l'Algérie. Il nous a bien accueillis vraiment. Je remercie le gouvernement, je remercie les citoyens bien. Cette délégation est le résultat d'une fructueuse collaboration entre Bamako et Alger dans le domaine de la formation professionnelle. Un accueil chaleureux a été réservé aux stagiaires venus de différents pays africains, dans le Tchad, le Niger, la Zambie et le Mali. Ces étudiants sont pris en charge dans les meilleures conditions. Jusqu'à présent, nous avons accueilli 70 stagiaires étrangers sur les 180 prévus pour février 2024. Nous attendons 110 autres stagiaires en provenance de pays africains et arabes. En collaboration avec l'Agence algérienne de coopération internationale et de solidarité, nous avons créé un institut en Mauritanie et finalisé un autre au Niger et à Bamako. Ce partenariat entre l'Algérie et les pays africains se présente comme un trait d'union entre les deux parties afin de consolider le développement du continent africain. À l'étranger, l'intersyndicale portugaise appelle l'ONU à organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. La CGTP a adopté hier une recommandation sur la question sahraoui où elle exhorte la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour qu'il respecte les droits de l'homme dans les territoires occupés. C'était à l'occasion de son 15e congrès. Et c'est toujours l'horreur à Gaza où se poursuivent les attaques sionistes. Les bombardements et les tirs d'artillerie ont ciblé le centre et le sud de l'enclave, faisant des dizaines de morts. Les régions de Nusayrat, notamment Al-Barij, Dir al-Balah et Khan Younis ont été particulièrement ciblés. Et le blocus sioniste plonge l'enclave dans la famine et la soif. Un nourrisson est malheureusement mort ce dimanche à l'hôpital Al-Shifa de malnutrition, faute de lait et de produits de première nécessité.
Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.